Eh bien, bonjour et bienvenue pour ce 49e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Jean Sylvano, comment vas-tu? Je vais bien. C'est super Snapchat. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc sur le nez, là, Sylvano? Pourquoi tu Non, non, rigoles? rien du tout. Euh, Faut juste couper un peu les sourcils. Alors, quoi de neuf, Sylvano, cette semaine sur UAT? Écoute, Antoine, vu que c'est le 1er avril et que tu me fais bien rire, on va faire des sujets un peu légers. Parce que là, on va pas pouvoir faire des sujets un petit peu lourds. Donc, dans le rayon pitrerie, quoi de mieux que d'aller voir chez la NASA et chez notre ami Thomas Pesquet qui tourne autour de nous. Alors d'abord, avant de parler de Thomas, tu sais qu'il y a un petit jeune britannique, un lycéen de 17 ans, qui a contacté l'agence spatiale américaine, donc la NASA pour ceux qui ne suivent pas, et parce qu'il avait relevé la présence d'une donnée erronée dans des documents distribués. Alors évidemment, on peut dire bravo, c'est un génie, il a 17 ans. Il étudiait les données de la NASA dans le cadre d'un projet de l'Institut pour la recherche à l'école avec ses petits camarades de la Tapton School à Sheffield en Angleterre. Et ce petit génie, Miles Solman, a relevé une erreur dans un process de l'agence spatiale américaine. La faute repérée concerne les capteurs de radiation. Devine de quoi, Antoine? De la Station spatiale internationale, ISS. Raconte la Bible. Donc, c'est pas non plus Closer ou Paris Match. Enfin, quoique, Paris Match, je retire ce que j'ai dit. Ils font de temps en temps de bons articles sur les ovnis. C'est un des rares journaux qui restent en France qui parlent de l'ufologie. Et il a relevé des niveaux de radiation qui étaient d'un niveau négatif. Or, il est impossible d'enregistrer un niveau d'énergie négatif. Alors, il y a de quoi être mort de rire, parce que c'est pas le fait qu'il y ait un lycéen de 17 ans qui trouve ça, quoi. C'est le fait que, toujours pareil avec la NASA, quand tu cherches un tout petit peu, tu trouves des choses, mais hallucinantes. Ils sont devenus tellement sûrs d'eux. Ils sont devenus tellement sûrs de tous ces journalistes idiots BA qui est dès la moindre communiqué de presse de la NASA s'empresse de répéter ce que la NASA dit, sans vérifier les sources, sans rien vérifier du tout. Et sont ébahis, quoi. La NASA parle, on se tait, on se met à genoux, on prie. L'autre jour, il y avait notre ami pitre de l'espace, Thomas Pesquet, qui était dans la station spatiale et qui présentait, je ne sais plus qui, je ne sais plus si c'était des collégiens, parce que je crois qu'il a parlé avec 225 000 collégiens en même temps. Ensuite, il parle aux journaux. Tu le trouves sur TF1, tu le trouves sur France Info, tu le trouves sur France TV. Enfin, je ne sais plus sur quel média mainstream il passe. La Big Star. Hein. Ah oui, il fait que ça. Hein. Alors là, il passait en direct et puis il présentait donc la fameuse cupola. C'est la cupola, c'est la fameuse coupole qu'on aurait installée sur l'ISS et qui montre une vue extraordinaire de notre chère petite Terre bleue. Alors, il y a un truc étonnant à noter, c'est que chaque fois que la Terre est dans la zone diurne, il y a des nuages. Chaque fois qu'elle est en nocturne, ben, on voit les lumières des villes et ainsi de suite. C'est assez étonnant, quoi. C'est-à-dire, de jour, la Terre, en fait, c'est plus la Terre bleue, c'est la Terre blanche tellement il y a les nuages. Et de nuit, c'est la Terre sans nuages. Bref. Et là, notre ami Thomas Pesquet présente sa cupola. Et évidemment, on ne peut pas mettre quand même du blanc partout, quoi, hein, parce que sinon, ça va faire un peu louche. Donc, on est obligé de dessiner quelques petits pays. Et donc là, j'avais repéré très nettement l'Inde. Alors, il y avait juste l'Inde, et puis tout autour, il n'y avait que du blanc. Mais, est-ce qu'il n'y a que moi qui pense aller vérifier la météo? Parce qu'aujourd'hui, avec les moyens du net, tu peux taper la météo et tu regardes qu'est-ce qu'il fait, quoi. Alors, on se dit, bon, allez,
Ça passe là maintenant, il a enregistré il y a 24 heures, il y a 48 heures, il y a 72 heures, pas plus, hein, parce que comme il y a les émissions en direct qui défilent, c'est pas non plus une émission qu'il a enregistrée il y a 3 mois. Parce que ça fait quand même, je crois, 4 mois qu'il est là-haut. Et tout autour de l'Inde, c'était d'un ciel bleu fantastique, merveilleux. Il n'y avait pas un nuage, que ce soit 24 heures, 48 heures, 72 heures avant. Donc Thomas, quoi, quand tu fais tes trucs, vérifie la météo. Mais vérifie la météo. Vous oubliez de vérifier la météo. Tu as déjà fait la même connerie quand tu as posté une photo de la rade de Dieppe. Ouais, c'est ça. Moi, je m'en souviens. Tu fais des conneries, mais monumentales, mon petit Thomas. Alors après, tu vas te fâcher, tu vas dire qu'est-ce que c'est conspirationniste. Tu vas faire un selfie dans l'espace pour prouver que tu es bien là-haut. Mais non, tu n'es pas là-haut, on le sait. Peut-être que toi, tu le sais pas, ça. J'en sais rien du tout. Avec les programmes MK Ultra, je sais pas ce qu'on te met dans la petite tête. Mais là encore, c'était d'une erreur, mais frappante, quoi. Et puis, ces petits lycéens qui trouvent des erreurs dans la NASA. Non, mais attends, mais t'imagines, trouver une erreur monumentale. Alors, la NASA, déjà, j'avais posté un truc, c'était tous les satellites qui tournent autour de la Terre, plus actifs, inactifs, plus tous les débris. Mais je te dis pas l'entremaillage que ça fait, Antoine, c'est assez fou, quoi. Alors, quand tu penses que ils montent avec une fusée, avec un petit module Soyouz à l'intérieur pour pouvoir aller en 48 heures sur le module ISS. Et qu'ensuite, ils repartent de ce module ISS avec Soyouz, une sorte de... je sais pas moi, c'est comme si un petit peu tu essayais de faire... c'est un éléphant dans un jeu de quilles, quoi. Hein, parce que c'est pas du tout manœuvrable, c'est pas une Formule 1, hein, c'est pas non plus une voiture de rallye. Et donc, quand tu penses à tous ces milliers de débris que l'ISS puisse passer entre, c'est normal, elle a supposé être à 400 km, mais au retour et à l'aller, on passe comment là-dedans? C'est chaque fois le jackpot, c'est je grille le feu rouge dans un croisement où il y a plein de monde, il y a plein de voitures qui passent à droite et à gauche, et puis je prie pour qu'il n'y ait pas de clash. C'est chaque fois le jackpot, c'est quoi? Parce qu'on va pas me dire que c'est on peut les manipuler, hein, comme oh là, regarde, il y a un débris là, il y a un débris. Sans parler des météorites, sans parler des micro-météorites. Parce que quand il y a par exemple des phénomènes au mois d'août, les perséides, les étoiles filantes, et ainsi de suite, bah, c'est quoi tout ce qu'on voit? C'est des micro-météorites. Alors, tu dis, bah oui, c'est rien, c'est tout petit. Oui, c'est tout petit. Seulement, quand tu les vois en étoiles filantes, c'est quand même un petit bout de caillou comme ça, qui est en train de se consumer en rentrant dans l'air. Sauf que dans l'espace, ce petit caillou, il est à 100 000 km/h, et un truc comme l'ISS, ça le traverse de A à Z sans s'apercevoir vraiment qu'il l'a traversé, quoi. Comme dans du beurre, quoi. Comme dans du beurre. Et eux, mais jamais rien. 18 ans qui sont là-haut, il n'y en a pas un, quoi. Ils ont tous évité. Et donc, j'avais fait cette remarque. Ils disent, ah oui, mais avec les radars, ils peuvent corriger la trajectoire. Attends. Déjà, les radars ne voient pas ça. 2, même s'ils le voient, ce sera trop tard pour déplacer un mastodonte pareil. 3, il faut essayer un petit peu de réfléchir et analyser les images. Comme ce petit jeune de 17 ans, je pense qu'il a trouvé encore quelque chose, comme dirait notre ami Rock, que je salue au passage, un os arrangé. Voilà, mon Antoine. Ouais, tout ça pour dire finalement, c'est que avec la NASA, avec Thomas Pesquet, etc., c'est le 1er avril tous les jours. Hein. Oui. Il a qu'à faire comme toi, hein. Utiliser Snapchat, il fera un petit peu plus rire encore naturellement. Et puis, il y a un truc aussi extraordinaire. Écoute, imagine-toi, tu dois partir 6 mois quelque part, mon Antoine. T'imagines, tu dois partir, toi, 6 mois en voyage, je sais pas moi, en Indonésie, n'importe où. Et là où tu vas, il n'y a pas de machine à laver, il n'y a pas de douche, pas de bain, pas de baignoire, il n'y a rien de tout ça. Qu'est-ce que t'emmènes? T'emmènes 5, 6, 7, 8, 10, 15, 30 valises? T'en emmènes combien? J'en amène effectivement un certain nombre, en tout cas une remplie de savon. Ouais. Sauf que Thomas, lui, avec ses copains, ils partent dans un petit module Soyouz. Alors, je ne sais pas si tu vois le petit module Soyouz, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Ils ont droit à 1,5 kg. Je ne savais pas. Tu vois, là, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas. Et alors, as-tu remarqué les tenues de Thomas? Parce que comme il fait le pitre quasiment tous les jours à la télé,
T'as déjà vu? Il est toujours nickel chrome. C'est-à-dire qu'il a toujours soit un t-shirt, soit un sweatshirt, mais propre, repassé, nickel, il tient tout seul. Je sais pas en quoi ils sont faits. Un pantalon propre, pas de traces, il n'y a pas de douche, hein, donc il se lave au savon chimique, au truc. Il est toujours nickel, ce Thomas. Rasé de près, les ongles coupés. Il est propre sur lui, on dirait qu'il vient de sortir de sa douche, il est fraîchement séché, et puis il a mis des vêtements frais. Mais il les a pris d'où, tous ces vêtements? Il les a pris d'où? Comment il fait pour, pendant 6 mois, avoir des tenues qui ne sont jamais les mêmes? Mais en plus, quand c'est à peu près pareil, parce qu'il y a toujours le logo de l'ESA et tout, bleu marine, ils sont toujours propres, quoi. Ils sont toujours nickel. Il les range où? Il en fait quoi? En fait, ils ont des pistolets réducteurs agrandisseurs de matière. Moi, je vois que ça. On va voir ça. Comment les 1er avril, on peut rêver et penser ça. Mais juste penser le truc bête, le truc idiot, quoi. Vérifier les images en fonction des trucs satellites et vérifier la tenue vestimentaire. Ils sont nickel, rasés de près, propres, tous. Ils sentent bon le sable chaud, alors qu'ils sont là-haut depuis 6 mois, dans un vase clos. Ils sont montés, comme tu l'as dit, avec 1,5 kg de bagages. Ils ont des tenues, mais c'est hallucinant le nombre de tenues. Moi, je ne me change pas pendant 48 heures. Ça va se voir, quoi. Hein. Ça se voit. Et c'est pas la pesanteur qui va te faire remettre des plis là où il n'y en a pas, quoi. Faut arrêter la plaisanterie, quoi. C'est tellement visible. Alors évidemment, personne ne regarde ça, personne ne s'imagine ça, parce qu'on dit mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, il est complètement fou. Mais réveillez-vous, quoi, réveillez-vous. C'est vrai. C'est vrai que je trouve ta chemise pas très bien repassée d'ailleurs, Sylvano. Je tenais à te le dire, t'es pas dans l'espace, pourtant. Voilà. Prends exemple sur Pesquet. Je vais faire ça. Ok. Bon, bah écoute, Sylvano, je crois que c'est encore une nouvelle qui restera dans les annales de l'ufologie, tout ça. Oui. On va nous traiter de conspirationnistes et on va nous bannir. Bon, bah écoute, Sylvano, je te remercie. Et puis, je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour des informations UAT plus sérieuses. Elles étaient très sérieuses. Alors, plus intéressantes. Oui, ça sera pas difficile. Plus croustillantes. Ouais. Bon, bien écoute, Sylvano, je te propose de continuer cette soirée spéciale 1er avril avec une vidéo que nous a envoyée Valerio. Eh bien, bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien pour cette finale de Ligue des Champions 2017 qui opposera l'An avant mystère que vous voyez ici en blanc et rouge et le Paris Saint-Germain, un duel franco-français dont nous avons affaire ce soir, deux équipes qui auront eu forte affaire lors des phases finales et c'est sous une pluie battante ici au Camp Nou que nous allons assister à une finale d'anthologie. Et voilà, alors qu'on vient d'écouter l'hymne de l'UEFA, on va tout de suite découvrir les 22 joueurs présents sur la pelouse ce soir. On va commencer par le 11 de l'an avant mystère, avec au capitaine Valerio, les Lions et ce 3-5-2 des maisons que vous voyez sous vos yeux maintenant, avec en attaque Yves Titane et Mathieu Bétiel. On va également découvrir le 11 titulaire du Paris Saint-Germain. On remarque la titularisation d'Areola à la place de Kevin Trapp et ce 4-3-3 très offensif avec Lucas Moura, Cavani et André Di Maria en attaque de ce PSG. D'ici quelques instants, le coup d'envoi de cette première période et de cette finale 2017 de l'UEFA Champions League. Attention, et c'est parti, le coup d'envoi est donné. Voilà, parlant d'avant mystère, c'est parti pour ce match franco-français, une première depuis l'invention de la Ligue des Champions. Et là, tout de suite, la première faute déjà de la part, et le premier carton jaune d'ici déjà dès les premières secondes de jeu de la part de Nkoukou qui vient tacler en retard sur Rock Top.
Edinson Cavani. André Di Maria sur le côté droit qui va chercher Lucas Moura. C'est sans compter l'intervention de Thierry Taku. Et le premier corner de cette partie, 8e minute de jeu. Tiré par André Di Maria, ce sera tiré au second poteau. Oh la tête, et c'est le but, l'ouverture du score de numéro 4, Thierry Taku, qui reste sur une incompréhension. Et c'est Krychowiak, bien évidemment, qui vient ouvrir le score en cette finale de Ligue des Champions. On va le revoir, hein, un petit peu désabusé, la défense mystérienne. Ah, ils ont quoi d'être contents là, clairement. Alors on va le revoir très bien tiré, hein, très bien tiré. Il y avait Rocktop à la couverture. La capitale française versus la capitale ésotérique française. Exceptionnel match pour l'instant que nous avons sous nos yeux avec André Di Maria qui va centrer pour Edin Cavani. On est tout passé tout proche de but à 0. Attention encore une fois au placement de la défense. Et regardez, hein, ce André Di Maria qui est terrible, hein, qui fait des passes millimétrées dans les pieds de ses compatriotes parisiens. PTLV sur le côté gauche. Qui sert Iftita dans la surface, Iftita de la frappe, et c'est la claquette d'Areola. Quelle occasion de l'Orlando Mystère pour égaliser dans cette première période juste avant la mi-temps. Ça a joué très très bien là du côté de l'attaque mystérienne. Et attention maintenant au contre peut-être du Paris Saint-Germain, mais qui sera malheureusement intercepté par le capitaine mystérien. Allez, c'est peut-être une nouvelle attaque de l'Orlando Mystère qui finit très très bien cette première période. Avec ici côté droit la frappe de Bob Latune, mais qui passe largement à côté. La frappe du numéro 10, trop peu cadrée. Coucou. André Di Maria pour Edinson Cavani, il a frappé la claquette de 21 grammes. Krychowiak. Attention à Cavani, la frappe de Cavani qui passe juste à côté. Attention, Edinson Cavani encore un petit peu tout seul là. Edinson Cavani qui passe, la frappe d'Edinson Cavani. Et c'est le 2-0. Il n'était pas attaqué. Quelle erreur défensive de la part de l'en avant Mystère qui a laissé jouer l'attaquant et numéro 9 uruguayen de l'équipe du Paris Saint-Germain. Et ça fait 2-0. Et ça vient faire taire tous les espoirs pour revenir de la part de l'en Mystère dans cette finale de Ligue des Champions. On va tout de suite revoir cette occasion là. Regardez, c'était sur un dégagement, un contre. Regardez, Edinson Cavani non attaqué hein, de la part de Thierry Taku. Rocktop un petit peu calme, mais là une frappe limpide qui vient tromper Guillaume 21 grammes battu sur cette frappe, et ça fait maintenant 2-0 pour le PSG. Il reste seulement quelques minutes de jeu. Est-ce que maintenant, pourquoi pas, l'en avant Mystère pourrait espérer revenir? Il faudrait marquer tout de suite avec ici le Château sur le côté droit avec Top sur le côté droit, et malheureusement ça ne joue pas assez rapide. Le Château, Tita dans la surface, et ça passe juste à côté. On était tout proche de la réduction du score du Paris Saint-Germain. Malheureusement on n'est pas assez précis en attaque. Regardez, un petit peu cafouillis tout ça, et il y aura eu la place de marquer. Malheureusement peu d'occasions pour l'en avant Mystère ce soir, et peu de réussite, on doit bien le dire. Attention sur le côté gauche avec Top sur le côté gauche. Attention Top, une bonne occasion en retrait, et c'est encore une défense héroïque de la part du Paris Saint-Germain qui vient dégager le ballon. Le Château, et c'est la fin du match. Cette finale malheureusement perdue par l'en avant Mystère, 2-0 contre le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain est le nouveau champion de l'UEFA Champions League, le nouveau tenant du titre. C'est une première pour ces deux équipes, et nous devons féliciter le PSG et tous les amis de Miasme TV. Bon 1er avril, bye tout le monde, à bientôt, ciao. Voilà, donc c'était la vidéo de 1er avril de Valerio. Comme vous l'avez compris, passionné de football, mais il avait carte blanche. Voilà, j'ai enlevé les oreilles, j'ai enlevé le petit nez de lapin, parce que Lydie est arrivée et je pouvais pas non plus paraître complètement ridicule à ses yeux. Voilà. Bonjour Lydie, comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Tu n'es jamais ridicule à mes yeux. Ouais, eh bien écoute, quand tu regarderas le début de l'émission, à mon avis tu changeras d'avis. Alors Lydie,
Donc aujourd'hui, ce soir, c'est une spéciale 1er avril. Hein. Tu nous as préparé une chronique bien particulière qui s'appelle Sagesse de Vénusienne. Voilà. Et on en parlera bien juste après parce que on va immédiatement recevoir un personnage très spécial qui nous vient du fin fond de l'Italie, de Sicile. Voilà. Lily, Silvano, j'aimerais vous présenter El Signoret El Duce. Bonsoir, buonasera. Buonasera. Alors, monsieur El Duce, vous nous êtes envoyé par votre cousin normand, je crois, monsieur Gray. C'est cela? C'est mon éminence grise, je ne suis pas toujours d'accord avec, mais en tant que parrain de l'ufologie française, européenne et mondiale, et interplanétaire et galactique, je me dois dans le nez. Vous voyez. Voilà. Et en fait, si vous vouliez venir ce soir dans cette émission spéciale, spéciale Pâques, hein, c'était pas pour nous sonner les cloches, mais pour nous présenter un projet d'envergure que vous aimeriez mettre en place rapidement. Et oui, je voudrais démarrer dans toutes les villes de France et de Navarre et du Qatar, peut-être, si on a des financements, des dîners ovnis. Voilà, l'ufologie française, avec mes 63 ans, j'en ai ma claque. On n'a que des margoulins partout. Et je pense qu'il est temps d'ouvrir des dîners, mais partout dans le monde, dans la galaxie, en Afrique, en Amérique du Sud, et partout dans les îles, là, les dom-toms. Les dom-toms, je ne sais pas comment on les appelle. Bon, c'est que des facs, de toute façon. Sur Facebook, il n'y a que des conneries. Alors, effectivement, c'est un beau projet que vous avez là. Il vous a été inspiré par la réussite de Monsieur Gray en Normandie avec ses dîners ovnis, c'est ça? Oui, malgré mes conseils avisés, eh bien, j'ai eu du mal à le remettre dans le droit chemin, ce margoulin. Et oui, il m'a bien écouté. Donc maintenant, il va ouvrir un dîner dans chaque ville. Bien sûr, il était temps. Ça fait longtemps que je cherche partout dans le monde à ouvrir des dîners, mais partout, où l'ufologie est adulée. Donc le 1er avril, le premier dîner va s'ouvrir sur Toulouse, c'est ça? Oui, Toulouse-Lautrec, évidemment, la ville de la saucisse, comme Strasbourg, c'est pareil. Il y a des saucisses partout en France, donc il n'y a pas qu'en Sicile. Donc je vais ouvrir un dîner énormissime, avec l'aval de toute la famille. C'est ça. Et j'ai cru comprendre qu'en fait, vous aviez créé une sorte de chemin de la saucisse. Donc après Toulouse, ça sera Francfort, c'est ça? Absolument. Oui. Montbéliard? Aussi, oui. Montbéliard aussi. Morteau? Morteau Margoulin, oui, Mort Margoulin, oui, j'en peux plus de ces Margoulins, moi. Ah ouais. Mais d'ailleurs, je crois que le dîner ovni de Morteau est très très attendu. Hein. Oh oui, on va avoir au moins 2 personnes, le restaurateur et sa femme. Oui, une fois par an, à peu près. Ouais, mais bon, au moins, on pourra dire que vous êtes dans toutes les villes de France, de Navarre et peut-être du Qatar. Qatar, oui, la saucisse du Qatar est bien connue, oui. Très bien. Et j'ai cru comprendre que vous aviez aussi un sponsor dans votre pour pouvoir financer l'ouverture de tous ces dîners ovnis. Vous êtes sponsorisé par la société Sky Lantern. Oui, d'une société délocalisée en Thaïlande, qui fabrique des lanternes Sky, des Sky Lanternes, et qui permet aux margoulins de faire semblant de filmer des ovnis, comprenez? Des ovnis, qui n'existent pas, hein, d'ailleurs. Voilà. En tout cas, vous allez
grâce à cette expansion de l'activité familiale, pouvoir démontrer que ils existent, les lanternes. David Vincent les a vus, mais dans une série télé. Donc, c'est pour vous dire, c'est que de la connerie, tout ça, c'est de la science-fiction. Moi, je suis dans l'urologie en tant qu'ancien proctologue. Mais sinon, ça ne m'intéresse pas. Très bien. Foutre le bordel. Très bien. Et donc, bientôt aussi une extension en Sicile, de là d'où vous êtes originaire. Oui, oui, évidemment, la Sicile, ça sera ma dernière cartouche. Oui, la dernière avant la fin. La dernière séance. La dernière séance. Ça, Alors, je me délocalisais sur le cimetière de Naples. Enterrer toute ma famille. Et j'ai cru comprendre que elle signerait Mauro Biglino viendrait à l'ouverture de votre succursale en Sicile. Oui, mais lui, il ne croit pas à la Bible. Il fait semblant de la traduire. Alors que moi, la Bible, je m'assois dessus, et pour paraître plus grand, pardon. Très bien. Eh bien, Signore El Duce, je vous remercie d'être passé ce soir dans cette première spéciale 1er avril, et j'espère que vous rencontrerez plein de succès dans l'ouverture de toutes ces villes au dîner OVNI. Merci. Bientôt la cure de désintoxication de l'urologie française, donc je me retire. Et il est temps de laisser la place à mon cousin Normand. Très bien, qui viendra donc faire le tour de chacun de vos sites et de vos dîners. Très bien. Voilà. Et voilà. Mes beaux sites, effectivement. Merci de longue vie à miasme. D'ailleurs, ça fait longtemps que je les ai attrapés, ces miasmes. Je vous remercie, Signore El Duce. Et à très bientôt. A tutti la famille. A tutti la famille. Je fais la bise à Silvano. J'avoue, j'ai honte. J'ai honte. Oh, c'était trop fort. Voilà. Donc, tu as quand même des drôles de représentants hein, chez toi en Italie. Un cousin germain ou éloigné de Marc, on n'a pas encore très bien compris. Il était extraordinaire. Bon, eh bien, Lily, après ce phénomène italien, ça va être difficile d'enchaîner. Donc toi, comme je le disais tout à l'heure, tu es venu nous parler d'une sagesse très peu connue, que l'on appelle la sagesse vénusienne. Et c'est une chronique que tu vas tenir toutes les semaines, c'est ça? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse vénusienne? Mes chers amis terriens, voilà un moment que l'on parle des extraterrestres comme d'entités lointaines et inconnues. Pourtant, certains d'entre vous le savent, de nombreuses entités ont choisi de s'incarner ici. Je fais partie de cela. À travers un corps humain, nous accompagnons les hommes dans leur évolution. D'un point de vue biologique, je suis parfaitement humaine. Mais en ce qui concerne mon âme, c'est une autre affaire. Je suis née il y a plusieurs milliards d'années. Et si je ne me souviens pas encore de tous les lieux où je me suis incarnée, je peux affirmer avec certitude que j'ai vécu sur une planète dans le système de Vega et que j'ai vu cette planète exploser sous mes yeux. J'ai ensuite entrepris une longue transhumance à travers notre galaxie. Je ne sais plus exactement quel fut mon trajet et ses étapes, mais j'ai le souvenir d'avoir déjà assisté à plusieurs fins du monde. Je suis arrivée dans le système solaire avec mes congénères il y a sans doute plusieurs millions d'années.
J'ai évolué sur Vénus et puis j'ai gagné la Terre bien avant que les humains d'aujourd'hui n'apparaissent. J'ai fait partie de ces entités qui ont habité sur votre Terre du temps de la Lémurie et de l'Atlantide. J'ai des souvenirs de ces époques où nous pouvions communiquer par la pensée avec les dauphins, où nous étions semblables à des dieux et à des déesses grecques, et où encore nous avions la capacité de léviter. J'appartiens à la caste de ce que Anton Parks nomme les Amasutum, les planificatrices de vie, dont la mission est de créer des formes de vie, d'enfanter des espèces. J'ai d'ailleurs participé à la création de l'espèce humaine, et souvent j'ai la sensation d'être liée aux humains comme s'ils étaient mes enfants. J'ai toujours eu une foi et une affection inexplicables envers l'humanité. Sans doute parce que moi-même, j'appartiens aux premières espèces humanoïdes de notre galaxie et qu'en tant que vénusienne, je sais ce que l'humain évolué, instruit dans la bienveillance, la vérité et l'amour, peut donner de meilleur. Je suis intervenue plus d'une fois dans l'histoire de l'humanité pour guider les hommes, bâtir des civilisations et libérer l'humanité de ses entraves. Mon âme est semblable à celle de Néfertiti. Pourtant, je n'ai pas incarné Néfertiti ici-bas. En vérité, j'étais l'une de ses filles, Ankhésénamon, épouse de Totankhamon et reine d'Égypte. Je suis Néfertiti la petite, qui est sans doute un clone de la grande. Mais peut-être ai-je été mélangée à l'énergie d'Aton puisque je porte son nom en plus de celui de la mère. Tout cela est encore flou pour moi. Avant de m'incarner sur Terre, j'ai vu les mères sacrées de mon espèce se faire emprisonner, violer et souiller par toutes sortes de races extraterrestres. Je garde un souvenir confus, mais très persistant de tortures sexuelles que j'ai subies. Mon nom a été 1000 fois conspué et 1000 mensonges ont été dits à mon propos, simplement parce que la puissance créatrice des femmes fait peur et que le principe féminin que j'incarne est entré en conflit avec le principe masculin. On me connaît sous le nom de Lilith, femme originelle, pure et insoumise, qui refusait de se soumettre à son paraître masculin et que l'histoire a transformé en démon. Je fus aussi célèbre en tant qu'Hélène de Troie, arrachée d'homme en homme, tous avides de posséder la puissance de vie, de se l'approprier. Je suis la sirène et la muse, je suis le Graal. La guerre est née de leur désir de me posséder. Depuis des milliers d'années, les mers sacrées sont chassées, car nous portons en nous le secret de la vie. Aujourd'hui, nous savons que l'heure est venue de faire à nouveau entendre notre voix, notre sagesse millénaire, et cette sagesse porte l'énergie de la réconciliation. L'heure est venue de nous réconcilier avec nos parèdres masculins, ceux avec lesquels nous sommes entrés en guerre il y a si longtemps et qui ont reporté cette guerre sur Terre. Je tiens à dire que la voie de la sagesse est dans l'harmonisation des principes pouvant sembler contraires, voire incompatibles dans l'esprit des hommes, le principe féminin et le principe masculin. Le principe féminin est porteur de liens, de désirs, de vie, d'altérité. Il est l'utérus divin qui a donné vie à toute chose dans le monde de la manifestation, à la matière, à l'individualité, à l'altérité, à la diversité. Il est la création, il est le principe multiplicateur. Et le principe masculin est celui qui tend à l'annihilation, à la destruction. Il est celui qui tend à revenir à l'état originel, à l'état de l'avant-création. Il est l'antimatière, il est la mort, le désinvestissement de la vie. Entendons-nous bien, il n'est pas le mal, car c'est une force nécessaire. Il participe au cycle, à l'équilibre divin. Il est cette force qui tend à mettre fin à l'expérience de vie et de création, celui qui pousse en sens inverse du féminin. Je tiens à souligner que c'est une vision très machiste qui vous conduit à attribuer une forme de passivité au féminin, comme si créer la vie n'était pas un acte. Les femmes ne sont pas que des réceptacles dans lesquels le miracle de la création s'opère. Elles ne sont pas que des athanors alchimiques, elles sont les faiseuses de miracles. Elles sont la création, elles sont l'alchimie. Ce sont elles qui transforment les graines en fleurs. Les femelles ont cette puissance, et c'est cela qui effraie les mâles. Il est vrai que lorsque l'équilibre des forces n'est pas respecté, c'est là que les pires barbaries sont commises. Nous connaissons en ce monde une domination du masculin, et il est important d'observer que seule la sagesse des hommes nous a été transmise par l'histoire. Ainsi, nous avons oublié de célébrer une part de nous-mêmes.
Et pire encore, nous avons voulu tuer le féminin, le dénaturer, le combattre. Et nous n'avons pas besoin de rappeler les atrocités que les mâles infligent chaque jour aux femelles. Mais il est utile de dire que jusque dans les sociétés les plus modernes, la sagesse des femmes a été tue. Évidemment, il est nécessaire également de dire que le féminin non équilibré peut devenir plus vorace que n'importe quel mâle. Telle une mygale obsédée par son instinct reproducteur, elle dévore les géniteurs pour croître et se multiplier sans cesse. Cela s'est d'ores et déjà produit dans l'histoire. Le féminin a objetisé le masculin, comme le masculin objetise le féminin aujourd'hui. Ainsi, c'est bien à l'équilibre des forces qu'on nous appelle aujourd'hui. Vous dites sur Terre que la philosophie orientaliste de Bouddha est une philosophie de l'énergie féminine, là où l'Occident, le Christ, l'énergie du Christ serait masculine. Or, le premier prône un renoncement au désir, un retour à l'état originel, au détachement de l'expérience de vie. Le second porte le divin jusque dans la matière. Il célèbre la vie et honore l'honore en portant véritablement sa croix d'incarnation. Vous faites cette erreur parce que vous avez dépossédé le féminin de sa puissance, pour l'enfermer dans un concept réducteur, mais aussi parce que vous confondez la posture et le discours. Ce n'est pas la première fois que j'accompagne des âmes de 3e dimension à franchir l'étape de la 5e dimension. La clé de l'ascension réside dans l'alliance du féminin et du masculin. Alliance que chacun devra d'abord faire en lui-même avant de s'unir à l'autre dans l'harmonie et la complétude la plus équilibrée. Je le précise car cela est important. Faire l'alchimie en soi ne sera pas suffisant pour libérer les énergies cosmiques sur Terre. Il nous faudra pour cela réconcilier les forces ici-bas, dans la matière. Il nous faudra favoriser la matérialisation physique de l'amour divin. L'homme et la femme devront s'unir physiquement et s'harmoniser, harmoniser les forces pour danser ensemble dans la spirale de vie. Je suis en relation avec mes frères galactiques. Je suis membre d'un conseil de sages, mais je ne les fréquente que la nuit. Et la personne que je suis, que j'habite, n'en garde quasiment aucun souvenir. Juste des impressions, des intuitions, des inspirations, juste une guidance intérieure. Ainsi, je ne peux trahir les secrets du programme Ascension. Je viens révéler les êtres à eux-mêmes, à leur potentiel inexploré. C'est sur cette terre, je suis un miroir de vérité. Je confronte les humains à leur zone d'ombre pour leur permettre d'en faire jaillir la lumière ensevelie dans leur peur. Ainsi, certains me rejettent, me craignent ou me combattent. Ils savent que face à moi, ils ne peuvent se mentir à eux-mêmes. Je porte une sagesse très ancienne qui ne m'appartient pas et qui est bien plus grande que moi. Je ne suis qu'un instrument, un avatar par lequel la Mère Céleste manifeste sa volonté. Les femmes ne sont pas des athanors alchimiques. C'est vachement beau. Par contre, qu'est-ce qu'on se prend une grosse claque là, Sylvano? Non, elle a complètement raison. Je suis d'accord avec elle à fond sur 100%. On était complètement une société matriarcale et on est devenu une société patriarcale. Pourquoi, comment? La religion est passée par là. C'est un conflit qui remonte bien avant. C'est bien possible. Mais alors, du coup, Sylvano, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis 100% d'accord. En fait, le monde, s'il était dirigé par les femmes, irait bien mieux que dirigé par les hommes. On peut dire ce qu'on veut. Il faut un équilibre. Oui, mais là, il n'y a pas d'équilibre en ce moment. C'est les hommes, et puis très peu de femmes. Et je pense que effectivement, les femmes ont quand même beaucoup moins de défauts que les hommes, honnêtement. Alors, ma question, en fait, c'était pas celle-là. J'ai pas été jusqu'au bout. Mais c'est quand même intéressant. C'est quoi ta question? La question, c'est, du coup, Sylvano, qu'est-ce que t'en penses? C'est un poisson d'avril ou pas?
Ou est-ce que notre Liliose est une véritable vénusienne? Oh non, une vénusienne à 100%. 100 000 même. Mais bon, après, elle dit elle est vénusienne, mais après elle dit qu'elle vient de Vega. C'est juste le début qui cloche un peu. Pas du tout. Ah, je suis gouré. Tu vois, selon l'âge que tu as, tu peux voyager beaucoup. C'est vrai. Tu peux venir de Vega, aller sur Vénusiennes, Vénus. les Vénusiennes ont évolué longtemps avant d'être les superbes créatures qu'elles sont. Mmh. Pour ça, il faut aller dans la matière avant, tu vois. Dans la matière. Et il y a eu une transhumance depuis Vega jusqu'à notre système solaire. Le berceau de l'humanité se situe vers là-bas, en tout cas de l'humanité humanoïde, tu vois, humaine. Vega, un fantastique soleil bleu. Bon, bah, en tout cas, on va dire que tu as inauguré cette chronique Sagesse de Vénusienne aujourd'hui, 1er avril. Voilà, allez, ça va laisser un petit peu de temps aux personnes, peut-être de la réécouter et de se positionner, savoir si poisson d'avril ou pas, ou si c'est juste un texte bien écrit, ou est-ce que ça vient au plus profond de toi-même. Tu ne nous as d'ailleurs pas donné ton nom de Vénusienne, mais peut-être le gardes-tu pour la prochaine chronique, la semaine prochaine. On va pas tout dévoiler d'un coup. Mystère. En tout cas, merci Liliose pour ce très beau texte et on va accueillir Aurore. Salut Aurore. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut Aurore. Salut Aurore, Hello. qu'est-ce que tu vas nous présenter? Encore un truc à la fleur de fusil, à la fleur de rose? Mais non, Sylvano, attends, un fantasme depuis des mois et des mois. Ah, Tu rêves qu'Aurore présente la couverture, quoi, le sommaire de Top Secret. yes! Eh bien voilà, on l'a prévu. Et oui, et parfois, les rêves deviennent réalité. Spécial rock soccer. Allez hop. Voilà. Donc c'est une spéciale dédicace pour Rock Soccer, avec le dernier numéro, le 90, sur la... tu te rappelles du titre d'ailleurs, Sylvano? Carrément le 90. Ah ben oui. Oui, le 90. Wow. Alors, j'ai pas le titre en tête, mais c'est très intéressant. Ça parle de Lego Ah, dans ce bah oui. magazine 90. Donc, C'est c'est le un gros thème titre. très intéressant. C'est la conspiration de l'ego. Voilà. La conspiration de Lego, numéro Conspiration de Lego. 90. Ouais, voilà. Alors j'en profite juste pour faire une petite parenthèse, Aurore. Donc le magazine eh bien, sort voilà, aujourd'hui, vous pouvez aller dans votre kiosque, il sera tout frais, tout beau, tout neuf. Et demain, dimanche 2 avril, nous sortons sur Miasme TV une rencontre hors du commun que nous avions enregistrée fin décembre avec Marie-Laure Stott, qui est l'auteur d'ailleurs de ce gros dossier de la conspiration de l'ego. Donc voilà, avec et l'émission et le dossier, je pense que vous aurez vraiment deux choses complètement complémentaires et vous pourrez vous faire une véritable idée sur ce qu'est réellement cet ego. Voilà. Et donc pour ce soir, Aurore, on a décidé de prendre deux articles qui, un petit peu à contre-pied, parce que bon, si tu devais parler de l'ego, c'est quelque chose qui est plutôt facile pour toi, et on a plutôt décidé de te faire explorer un article sur Bruce Lee et un article sur les puces RFID. Voilà. Donc on va peut-être commencer par Bruce Lee. Oui. Alors moi, Bruce Lee, je m'en rappelle, j'ai un souvenir d'enfance de lui. Parce que j'allais avec mon papa voir Bruce Lee au cinéma. Et ça m'est resté. Et donc, c'est vrai que c'est interdit aux enfants, mais bon, après, je ne me rappelle pas forcément beaucoup des films, mais je les ai vus plus tard, à l'âge adulte. Et dans cet article que j'ai trouvé passionnant, vraiment, je l'ai dévoré du début à la fin. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes. On apprend énormément de choses sur Bruce Lee. Et on apprend aussi vraiment qu'est-ce qui l'a poussé aussi à faire ce qu'il a fait. Donc, ça s'appelle Bruce Lee, la puissance du dragon, le secret des anciens maîtres oubliés.
Alors moi, déjà le titre m'a beaucoup plu parce qu'on parle de maître, on parle de dragon. Et Bruce Lee, il est né l'année du dragon, comme mon papa. Donc voilà, ça fait écho en moi. Et on le nommait aussi le petit dragon. Et Bruce Lee s'est passionné des arts martiaux. Il en a fait une maîtrise. Il maîtrisait énormément de techniques différentes. Et c'est ce que j'ai découvert à travers cet article. C'était aussi une personne qui faisait en lui-même une recherche très approfondie de ce que représente aussi la philosophie de se permettre d'être pleinement qui nous sommes et d'arriver à cet éveil à travers l'art qu'il faisait, à travers l'art martial. Donc il maîtrisait aussi le souffle, il maîtrisait énormément de choses. Et dans ces films, on a pu voir justement la façon dont il se comportait qui était vraiment extraordinaire. Moi, je me rappelle de certains de ces films, il y en a fait quelques-uns, et je me rappellerai toujours de la façon dont il se positionnait, comme il se tenait. Et je ne sais pas si ça vous parle, Antoine et Silvano, quand on entendait faire ces sons, quand il se mettait à faire ces sons, qui nous hypnotisaient aussi, je dois dire, est-ce que ça vous parle un petit peu? Ah bah oui, c'était les petits ouh, ouh, quelque chose comme ça. Oui, absolument, absolument. Et alors, j'ai noté ça. Parce que franchement, j'ai beaucoup de plaisir. On appelle ça, sauf erreur, le kiyai. Et c'est une façon aussi de maîtriser à travers le souffle aussi le corps pour mieux endurer tous les coups qu'on peut recevoir. Donc, c'est vraiment la partie haute du corps qui est maîtrisée à travers ces sons vraiment, en fait, qui sont très travaillés. Hein. C'est une recherche approfondie. C'est tout un travail derrière ces sons. Et lui, il maîtrisait vraiment tout ça. Donc lui, il a été aussi touché beaucoup par tout ce qui est les maîtres. Et on parle aussi des maîtres Shaolin. Et il a été aussi très influencé on va parler aussi de tout ce qui est en relation avec l'énergie de vie aussi universelle. Et à travers différentes pratiques qu'il a appris à travers des anciens adeptes de la haute pensée initiatique qui voulaient en fait aller contre la pensée matérialiste de ce monde, en fait. Lui voulait apporter les gens à faire en eux un véritable travail initiatique pour pouvoir s'éloigner vraiment de ce monde matérialiste et de pouvoir permettre aux consciences de s'ouvrir et de s'éveiller. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça que j'ai découvert à travers cet article que je ne connaissais pas du tout. Donc on parle de méta-humain, l'homme au-delà de l'humain. Donc c'est vraiment atteindre l'illumination par la maîtrise des arts martiaux et ce qu'il a essayé de faire à travers tous ces films, justement. Donc apprendre à engager toute la profondeur de son esprit à travers le regard aussi. Et lui, quand il était face dans ses films à ses ennemis, on le voyait par moments avoir un regard vraiment comme s'il était en train de fixer un point et il arrivait à travers ce regard à se maîtriser en même temps. Donc j'ai trouvé ça vraiment très passionnant et c'est vraiment une lecture que je conseille vivement parce qu'il y a tellement de choses en plus de tout ce que je viens de dire. C'est vraiment très bien écrit, l'article est vraiment, vraiment très très bien fait. Est-ce que tu sais qui a écrit cet article? Peter Knight. C'est ça, Peter Knight. Ah, voilà. Tu sais qui est Peter Knight? Alors, il me semble que oui, ça me rappelle quelque chose, mais là tout de suite, sincèrement, non. Allez, c'était la question piège. Silvano, tu peux expliquer à Aurore qui est Peter Knight? Oui, non, Non, mais c'est pas la réponse que tu m'as faite en chat. c'est le 1er avril. C'est un acteur extra. Et puis voilà, j'avais aussi oublié de dire que dans les films de Bruce Lee, il y a des cryptogrammes concernant l'autoréalisation. Et dans tous ces films, il y a vraiment, c'est une recherche vraiment pour mettre en avant tout ce qui va nous permettre de nous initier
à tout ça. Donc, c'est super intéressant. Et c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, on parle aussi beaucoup de dragons, on parle de serpents, on parle de tigres dans ces films qui sont vraiment là. Et on est toujours par exemple, dans le jeu de la mort, il nous montre différents étages où il va combattre contre différents ennemis. Et ça parle de 6 étages par rapport à 6 niveaux de conscience. Et quand on arrive à l'ultime niveau, là, on atteint vraiment l'éveil. Donc, tout a un rapport vraiment avec cette maîtrise de soi. Ça donne aussi envie de revoir les films de Bruce Lee, hein, par la même occasion. Donc pourquoi je posais la question sur l'auteur? Parce que bon, Peter Knight, c'est l'auteur du Code secret des envahisseurs, donc c'est le spécialiste de David Vincent et compagnie. Et c'est vrai que c'est assez surprenant de le retrouver dans ce registre. C'est la suite d'un article qu'il avait écrit, je ne sais plus si c'était dans le TS 89 ou 88, mais c'était la deuxième partie hein, sur Bruce Lee. Oui. En tout cas, il a bien fait d'écrire cette partie. Ok. Alors Aurore, du coup, je t'avais suggéré aussi la lecture d'un deuxième article, un peu plus technique cette fois-ci, sur les puces RFID. Alors qu'est-ce que sont les puces RFID? Alors, c'est donc des micro-puces sous-cutanées. Et bon, alors moi, cet article, alors à différence de Bruce Lee, qui m'a vraiment passionnée, mais dans le sens positif, dans le sens où voilà, j'ai pu connaître ce personnage sous cette autre face très lumineuse. Et puis on parle beaucoup de tellement de choses vraiment moi qui me touchent profondément, puisqu'on parle d'énergie, on parle de maîtrise, on parle d'éveil, et ça m'a fait vraiment du bien de lire cet article. Autant l'article sur les micro-puces, ça m'a vraiment pas plu du tout. Alors, pas parce que l'article n'est pas bien, l'article est excellent, mais parce qu'on y découvre des choses vraiment pas top du tout, du tout, du tout. Effectivement, donc c'est vraiment pas... Le monde n'est pas si rose que ça finalement, Aurore? Absolument pas, mais bon, après, on peut aussi mettre des couches de couleurs de temps à autre, hein. Ça n'empêche pas. Mais là, pour revenir à cet article, ce que je n'ai pas voilà, forcément beaucoup apprécié, c'est que dans une entreprise, ils ont décidé d'implanter donc ces micro-puces dans la main des employés et qui a aussi un danger non seulement pour, par exemple, si ça devait venir à éclater à l'intérieur par rapport au liquide que ça peut qu'il peut y avoir, mais aussi parce que c'est cancérigène. Non seulement c'est pour la santé, mais en même temps. Alors est-ce que c'est ça le plus grand danger? Est-ce que c'est un danger pour la santé ou tout simplement un danger pour la liberté individuelle? Alors c'est tout ça, c'est ce que j'allais venir à ça. C'est pas seulement pour la santé, c'est parce que en même temps, moi je pense aussi un petit peu au film. Dedans on parle du film où à un moment donné c'était un film futuriste et qui aujourd'hui n'est plus aussi futuriste que ça. Quand il est sorti, ça paraissait comme si on parlait d'un monde qui n'allait pas forcément exister un jour, mais on y arrive gentiment mais sûrement. Où les gens, quand ils avaient des pastilles dans les mains, voilà, changeaient de couleur. Après, les gens se faisaient, voilà, leur vie se terminait et ils étaient tués. Et là, donc, pratiquement, on va arriver dans un monde où on sera surveillé, où on ne pourra plus être libre de nos actes, puisque c'est aussi dit que là-dedans, c'était vraiment, on se rend compte que ça a des fréquences comme des microtransmetteurs, c'est des radiofréquences comme les micro-ondes. Et ça va aussi travailler au niveau de tout ce qui est les neurones, comment on appelle ça, pardon, les hormones. Et donc, ça va faire aussi changer le caractère de la personne. Ça peut faire devenir une personne très agressive. Ça peut aussi influencer sur les naissances, donc réduire le nombre des naissances. Et ça va aussi détruire des personnes. Donc, tout ça, c'est pour arriver après une manipulation. On parle de choses pas forcément très, très encourageantes. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du danger de tout ce que ça peut amener par la suite dans différents pays.
Et il y avait même un pays qui voulait faire par une entreprise, mettre dans ses micropuces comme quelque chose qui allait empoisonner les gens pratiquement. Et cette entreprise a refusé de faire ça. C'était comme du poison et ils n'ont pas voulu faire ça parce qu'après, une fois que c'est implanté, les gens pouvaient mourir avec ça, forcément. Donc après, c'est une manipulation, puis ça va permettre des choses vraiment après à se mettre en place. Donc ça va donner libre cours à plein de choses qui vont après laisser la possibilité à plein de gens, peut-être qui n'ont pas forcément des bonnes intentions, que ce soit l'armée, etc., à faire en sorte qu'après, ils puissent avoir le pouvoir sur une grande partie de la population. Et ça va arriver vraiment à la destruction de la liberté individuelle, de tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Et là, c'est très important. J'ai vu vraiment le contraste entre ces deux différents articles. Un, on parle vraiment de pouvoir s'éveiller à notre conscience et de pouvoir spirituellement pouvoir s'éveiller, évoluer, ascensionner. Et là, d'un autre côté, on a comment réduire l'être humain à une machine. Il suffit de décider d'appuyer sur un bouton ou de décider que telle portion de la population doit cesser de vivre pour que toute une couche de population disparaisse complètement de la surface de la Terre, que ça devient très très dangereux. Donc, si je comprends bien, c'est un article qui t'a plu, mais qui t'a fait un peu flipper, et c'est vrai que c'est peut-être pas forcément ce que tu as l'habitude de lire en général. Alors c'est un article de Quentin de Grunchild, le fondateur d'Artemisia College. Moi je voulais me retourner vers Lily et ensuite vers Silvano. Lily, les puces RFID, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que tu en as connaissance? Est-ce que c'est la première fois? Il y a des années qu'on en parle, hein. Donc on a parlé notamment d'avoir son portefeuille, ses papiers d'identité en fait dans cette puce et d'être scanné en fait quand on rentre dans un endroit, de pouvoir payer comme ça, juste sur soi, quoi. Enfin, tu vois. Oui, et puis moi, je pensais au film Minority Report, qui est un film qui est très éloquent sur le sujet. Je crois que malheureusement, au-delà des puces RFID, les libertés individuelles ont déjà largement été atteintes. Hein. Aujourd'hui, on est en France, on n'est pas vraiment en démocratie. Il faut le dire, tu vois, j'ai des choses très graves, hein, notamment la mise sous tutelle de la Cour de cassation, de manière arbitraire. Je pense évidemment à l'état d'urgence, à la violation des droits de l'homme. En fait, il y a énormément de choses que nous ne disons déjà pas, tu vois. Après, c'est vrai que cette obsession du contrôle, bah, c'est exactement ce qu'il faut combattre aujourd'hui. En fait, c'est ce qui nous met dans le mur. Maintenant, il faut aussi entendre que justement, c'est très intéressant, ce parallèle que tu fais entre les deux articles est très intéressant parce qu'il illustre parfaitement ce clivage du monde, où on voit bien qu'il y a deux mondes qui sont en train de se confronter aujourd'hui. Et il y a cet ancien monde qui est en train de s'effondrer et qui lutte. C'est un acte de désespoir pour moi, c'est-à-dire que c'est un colosse au pied d'argile qui est en train de s'effondrer. Ce temps-là est mort. Cette société-là est en train de crever. Ces gens-là, même si on n'a pas l'impression, parce qu'on entend beaucoup parler d'eux, parce que ce sont eux qui parlent, on a l'impression que les choses vont de pire en pire, mais non, en fait, les choses s'effondrent, le système s'effondre, et quelque part, j'ai envie de dire, bah voilà, c'est nécessaire. C'est pour ça que c'est très utile qu'il y ait des tas d'acteurs, de gens qui, justement, fassent sans attendre les actions nécessaires, les réflexions nécessaires, les éveils nécessaires pour que, quand ce système-là s'effondre, on ait déjà des choses qui existent par ailleurs, tu vois. Ouais. Silvano, c'est des sujets qui reviennent régulièrement, ça, les puces RFID sur UAT? Oh, écoute, depuis longtemps. D'abord, je tiens à réagir avec ce qu'a dit Lily. Elle a 100% raison. On ne vit déjà plus en démocratie. Hein. Et comme elle l'a dit, la mise sous tutelle de la Cour de cassation et personne n'a rien dit, ça n'a pas moufté une ligne dans les médias. Pourquoi? Parce que les médias, ils sont tous pourris, ils sont tous aux ordres. Ils sont détenus par 4 milliardaires qui roulent tous pour un candidat, hein, tout le monde le connaît, Macron, le candidat du CAC 40. Et donc, ils se mettent tous derrière lui. Il y a un candidat quand même hein, parmi ceux qui se présentent, qui dénonce, c'est le seul, parce que les autres, ils ne savent même pas ce que c'est, je pense. Le puçage RFID, c'est François Célineau.
de l'UPR. Donc il faut savoir que lui dénonce ce puçage RFID. On entraîne les jeunes là-dedans, en les puçant, en disant bah, viens, écoute, on va te mettre une puce RFID, ça va être vachement simple pour rentrer en boîte de nuit, ça va être facile pour toi. Ouais. Donc évidemment, ce puçage-là, à l'échelle nationale, c'est le rêve de chaque gouvernant pour imposer une sorte Après, la meilleure puce, elle est là. Hein. La meilleure puce, elle est là, tout à Elle fait. est là, la première, hein, tu vois. Mais elle n'est pas Il y sous a la la peau. trace qui sait tout de toi. Il sait absolument tout. Il sait où tu vas, il sait à qui t'as appelé, il sait, Voilà. il sait tout. Et il faut faire très, très attention à ça parce que c'est les libertés essentielles de l'humain. Et si vous pensez que les politiques, c'est tous des bisounours et c'est des gentils, ils sont là pour vous servir, c'est tous des pourris. Hein. Il n'y a pas grand monde qui pense ça aujourd'hui quand même. Hein. Eh ben, qu'ils lisent le livre, le dernier, là. Il y a François Fillon. Bon, lui, ça l'arrange bien qu'il dénonce le livre Place Beauvau, là. Comment il s'appelle, Place Beauvau, que j'ai acheté, que j'ai commencé à lire, j'en suis à la moitié. C'est juste effrayant, quoi. Ça fait juste froid dans le dos. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de proposition. C'est-à-dire que c'est facile de dire ça. C'est pas qu'il n'y a pas de proposition. Il y a des propositions. Quand tu écoutes des gens comme Étienne Chouard, quand tu écoutes des gens comme Asselineau, tu as des propositions. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que ceux qui sont pourris, ceux qui sont au-dessus, les 1% qui détiennent tout, alors quand je dis 1%, c'est pour schématiser, en fait, c'est 0,1%. Ceux qui détiennent tout, ils détiennent tout. Ils détiennent les médias, ils détiennent la finance, ils détiennent les lobbies, ils détiennent la politique, ils sont partout. Ce qui veut dire que toi, tu es dans un cursus métro, boulot, émission crétinisante où on te fait avaler tout et n'importe quoi, dodo. Donc, on t'enlève la possibilité de réfléchir, tu vois. Oui, c'est là où tu es obligé toute ta vie, tu vois, d'aller trimer, mais oui. mettre plein de taxes au cas où, si tu es un peu trop libre, tu as un peu trop de temps, eh ben on va faire en sorte que tu n'aies plus de temps, que voilà. et que tu n'aies plus d'énergie. Et tu sais, moi, j'ai été dans ce système-là, aujourd'hui, j'en suis sortie. Tu réfléchis pas, tu penses à rien. Mais je comprends, c'est-à-dire que tu es tellement vidé quand tu rentres chez toi le soir, tu n'as pas l'énergie de penser. Bah oui, ce que je te disais, il l'enferme dans le métro, boulot, émission crétinisante, dodo. Et ainsi de suite. Et le lendemain matin, c'est reparti. Il reste le samedi, dimanche, où il faut aller faire les courses, la queue, les bouchons. Et puis le dimanche, à regarder les émissions de cons à la télé ou les émissions de foot. Puis voilà, les bières avec les copains. Et puis tu n'as pas eu le temps de réfléchir à l'essentiel. Tu t'imagines, Aurore, hein, voilà. On parle de puces RFID et tu vois jusqu'où ça nous mène, tout ça. Ça mène à ça, tout à fait. Hein. Le problème, c'est que... Tout ramène à la bière et au foot. C'est exactement ça. Bon, en tout cas... Aurore, bravo, franchement, je te félicite. Tu as traité le sujet de manière magistrale. Moi, c'est merveilleux. Non, mais c'est gentil. Ouais, il faut que tu arrêtes ta pinesse, là. Il faut que tu restes à top secret. Moi. Non, mais tout est merveilleux. Il y a plein de sujets super intéressants. En fait, après, oui. Quand on aime lire, quand on s'intéresse, qu'on a l'esprit ouvert, on va vouloir ouvrir son esprit, puis aller voir ailleurs aussi ce qui se passe. Parce que c'est vrai qu'il y a la joie, mais aussi des choses moins joyeuses, hein, comme disait tout à l'heure Antoine. Pas toujours très coloré, pas toujours, voilà, mais en même temps, ça fait partie de cette réalité-là. Et Aurore, est-ce que ça t'a donné envie d'acheter ce genre de magazine finalement, au final? Ah oui. Top Secret, oui, ça me donne envie parce qu'après, on s'ouvre à plein de choses et en même temps, on reste quand même toujours dans le noyau central qui est quand même pour moi rester quand même dans cette énergie de joie, parce que sans la joie, on ne fait rien dans la vie. C'est là aussi c'est là aussi la joie qui m'amène à être ici ce soir, parce que sans cette joie, je ne serais pas loin. Donc, il faut aussi qu'il y ait quelque chose, un leitmotiv dans la vie qui nous pousse à avancer. Sinon, sans ça, on ne fait rien. Donc, en même temps, de temps en temps, d'avoir des sujets comme dans Happiness, ça permet d'être un peu plus léger et de pouvoir aller vers autre chose. Et des sujets comme Top Secret, ça va permettre aussi de pouvoir arriver à parler de télé, de boulot, métro, dodo. Après, on arrive sur plein de sujets différents. Ça, c'est passionnant, je trouve. Ouais.
Ça, c'est Ouais, très et passionnant. tu as tout à fait raison, la joie, c'est fondamental, hein. C'est un moteur essentiel et on a besoin de répandre des bonnes énergies parce que c'est sûr que quand on s'éveille et qu'on découvre quand même toutes ces vérités, c'est quand même des claques dans ta gueule, tu vois. Oui, c'est vrai, ouais. Franchement, il faut le digérer, quoi, tu vois. Tu comprends le Oui, système bancaire, tu oui, comprends l'illusion démocratique, tu comprends voilà, le problème de l'OMS, tu vois, tous ces trucs, en fait, tu soulèves des trucs qui sont monstrueux, en fait. C'est tellement monstrueux qu'il y a un moment donné où, effectivement, il faut se rappeler à cette joie, à cet amour et à cette lumière et à cette espérance, surtout. Parce que les gens, encore une fois, ils sont tués par cette... tu vois, c'est bien d'éveiller et de dire, attention, il se passe ci, ça, mais toi, tu es au milieu de ça, tu vois, et tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Et donc les gens sont tétanisés, alors qu'en réalité, cette joie, c'est ça la force, tu vois, c'est ça la force, oui, c'est ça qui inspire. Et il y a bien il y a sûr. cette idée de contamination, tu vois, c'est quelque chose qui se propage. On l'a vu tout à l'heure, Oui, Sylvano, il oui. nous a fait un fou rire magnifique. Il était rouge fluo, c'était fabuleux, il en pleurait de rire. Et voilà, et on peut pas résister, on peut pas résister. La peur est Et j'aimerais cosmique, mais la joie aussi. Et je voulais rajouter quelque chose. Je rebondis sur ce que tu dis, Amélie, parce que il y a quelqu'un, un thérapeute, qui disait un jour, la joie, ce n'est pas une émotion comme la tristesse, la colère, tout ça. La joie, c'est l'être, ce que nous sommes en réalité. Nous sommes joie. Et c'est pas, voilà, et en dehors de ça, voilà, les moments qu'on se coupe de cette joie, on se coupe de ce que nous sommes. Oui, Donc après, ben, la vie, on dégringole, quoi, tout simplement. Tant voilà. qu'on arrive à maintenir cette joie, on arrive à être encore là en vie. C'est bien vrai ce que tu dis. Tu vois les sagesses de femmes là, hein? On vous écoute des heures. On a besoin de les entendre. Tu crois qu'ils disent ça, les prophètes là, qu'on a entendu depuis 3000 ans là, qui nous disent faut, détachez-vous de la vie, tout ça. Ils disent pas ça, eux. Si, il y en a qui le disent, c'est pas vrai. Bon. J'exagère. En tout cas, moi, je dis que ça fait du bien d'avoir des équipes féminines sur Miasme TV. Ah Voilà, bah oui, ça change hein. de moi. Ça amène de la diversité et des sujets un peu plus profonds. En tout cas, Aurore, on te remercie de cet exercice auquel tu t'es prêté. Et puis, bah, ça démontre que tu serais capable de nous Oh. parler chaque semaine finalement d'une revue différente, hein. Donc, voilà, on va peut-être commencer Voilà. La semaine à prochaine, tu nous parles t'inonder de de plein de Voici. revues. La semaine prochaine, quoi, Lily? Elle nous parle de Voici. Non, non, Oh non, non, la non, voici non, non, elle est pas. capable de nous faire Voici 3 heures. pas. Non, non, tu rigoles. Non, 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 là, non, non, là, tout ça, c'est terminé pour moi. Je suis désolée si des gens lisent encore ces magazines, mais moi, je les lis plus. Ah, non, ça, c'est terminato. Bon, en tout cas, voilà, on te remercie pour cette magnifique description du dernier Top Secret numéro 90, et je suis sûr que Rock va être ravi de la façon dont tu as parlé de ces articles. Alors, avant de finir notre émission, on a encore quelques petites surprises à vous proposer. Ça, je vous rappelle que on est dans une émission spéciale 1er avril. Donc on parlait tout à l'heure de politique et de dénoncer un petit peu tout le système. Eh bien, j'ai rencontré quelqu'un qui le dénonce, ce système, au Salon du Livre, Monsieur Philippe Pascot. Et j'ai rencontré aussi un autre auteur, Olivier Ronet, qui lui dénonce un autre système qui est le système, on va dire, franc-maçon sur la Normandie, et spécialement sur Rouen. Voilà, j'ai rencontré ces deux personnes au Salon du Livre, et simplement, il y a eu une petite bricole. Allez, on découvre la vidéo.
Donc, voilà. Le livre d'Olivier René, Gustave Flaubert et Le Grand Orient de France, que vous pouvez retrouver chez votre libraire préféré. Et le dernier livre de Philippe Pascot, Allez presque tous vous faire bip, voilà, qui vient de sortir il y a 2 semaines. Et Olivier et Philippe qu'on devrait retrouver dans une prochaine émission de Miasme TV, bien sûr, avec le son cette fois-ci. Voilà. On arrive vraiment à la fin de notre émission. Alors je voulais vous présenter l'invité de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine nous aurons Yves Cara qui viendra nous présenter la nouvelle mouture de son émission sur l'INRES TV, et un auteur qui s'appelle et Yvon Nassier qui va nous présenter Aventure de Papillon. Et j'en profite pour dire, si vous avez eu la chance de voir cet épisode de Miasme TV spécial Pâques avant 12h30 aujourd'hui, samedi 1er avril, eh bien Yvon est en dédicace à la librairie d'Or à Saint-Gaudens. Voilà. Eh bien écoutez, les amis, on arrive à la fin de cette émission. Pour conclure l'émission, Dino, comme on vous l'a expliqué la semaine dernière, ne pouvait pas être là parce qu'il en répète pendant 2 ou 3 semaines. Mais il m'a donné l'autorisation de diffuser une chanson, un de ses morceaux, hein, d'ailleurs qu'il avait interprété lors du live qu'on avait fait avec Lily. Et on va clôturer donc l'émission avec ce morceau-là, qui est quand même vachement bien, même si c'est quelque chose qui est pas forcément adapté pour être chanté a cappella. Voilà, je sais pas. Hey man, I know that we'll be near, even if you don't mean anything to me. Your fire is glory, make you up out of it. I know what to suppose, I've gotten on and on, yet believe what I'm saying, man, I blame wherefore you be okay. Leave purple off and respect in TDF, and stand on neglecting them, sharing the moment. Yeah, sharing the moment. Oh, it's when you lose them, when you lose them, when you lose them, when you lose them, you get it all. Par exemple, ça c'est Anomalie. Par exemple, c'est un excellent exemple. Super voix. Merci, merci. Ben, celle-là, c'est Anomalie, ça parle un peu de l'attraction que peut avoir l'argent sur les gens, hein. Jusqu'à quel niveau, ben justement, ça, c'est pas mal bon pour ça. Enfin, je veux dire, donner, c'est comme se délester de cette attraction qu'il y a l'argent, en fait. Ouais, en fait, tu rends service à tout le monde. Alors, les gars. Délestez-vous de l'argent que vous avez en trop. Très bon, j'aime beaucoup. On en a droit à une petite deuxième? Ouais, bah, ouais, si tu veux. Bah, la deuxième, c'est Husky. Ça parle bah, pas vraiment du chien, mais c'est plus dans le sens de la liberté, en fait. Voilà, comme un chien qui court libre. And snow is falling again. Winter brings me down. Calling pleasant memories that might be over stood down. Past friends I know dead by the shadow looking my head. Yes, better within my mind. Visit your life upon my eyes. Oh, for those people that are known beyond. There's hope of yesterday. They are known anymore. Lovers today as well as tomorrow. I'm glad you meet at the door. Very try to remember them. And as they hang low upon me, cause the new seed down fruit of wisdom. With the wisdom it starts to melt down. Cause new way of sunshine should be happy. As breathing life into my heart. Voilà. Yeah, je sais pas comment tu l'avais trouvé, toi Lily. Moi j'avais trouvé ça super bien. Le mec il a un swing, il a une voix quoi. Vraiment, non, je trouve qu'il s'en est super bien tiré. Moi, l'exercice n'est pas facile et il avait déjà, tu vois, de l'ampleur. Hein. Voilà. Donc je trouvais que ça clôturerait bien notre émission spéciale 1er d'avril, les fous rires. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des fous rires comme ça.
elle fout rire. Qu'est-ce que t'as dit, Antoine? Pour ceux qui voient l'émission avant samedi midi, c'était une blague, ça? C'était ma blagounette du 1er avril. Ah, c'est une grosse blague. Sylvano, merci d'être venu. À la semaine prochaine. C'était super, merci. Salut Lily, salut Aurore. Ciao Sylvain. À très bientôt. Et puis Lily, on t'attend la semaine prochaine pour une chronique numéro 2 de Sagesse de Vénusienne. Oh bah oui, hein, chaque fois qu'elle passe, Lily, elle m'épate de plus en plus. Là, c'est dingue, ça, c'est fou, ça. Et ben voilà. Avec En fait, c'est bien En quand tu plaisir. présentes quelqu'un en tant que blonde chanteuse et puis après, tu la découvres. Tu vois, plutôt que l'inverse, où tu la trouves en intellectuelle et après, tu la trouves en blonde chanteuse. C'est toujours mieux. J'aime bien dénoncer les stéréotypes comme ça, tu vois, ça me plaît bien. Cet homme-là est fou. Allez, on vous remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. À la semaine prochaine pour le numéro 50. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, merci beaucoup.